Bonjour, je m'appelle Éric Ducharme. J'ai préparé une présentation qui dure 50 minutes. C'est long, mais nécessaire, dans le but de présenter l'état de la forêt aux citoyens, aux gens des municipalités de VVB, c'est-à-dire Valparadis, Villebois et Beaucanton. Alors, avant de commencer à présenter les différentes diapositives, bien, je vais présenter un petit vidéo de 2 minutes qui a été faite avec un drone en arrière de chez nous. Alors, cette vidéo a l'intérêt première des choses, de présenter l'environnement dans lequel l'orignal va évoluer l'hiver, mais on y verra aussi un bon nombre de pistes d'orignal. Alors, c'est parti. Just take a pebble and cast it to the sea. Then watch the ripples that unfold into me. My face spills so gently into your eyes, disturbing the waters of our lives. Shreds of our memories are lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of grey and torn, scattered in your fields. Letters of your memories are not real. With sadness on your shoulders, like a worn out overcoat. In pockets creased and tattered, hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight. The colors have
tide, disturbing the waters of our lives, of our lives, lives of our lives. On vient de visionner une vidéo et on a vu une personne qui marche en raquette. Bien, c'est Manon, ma blonde. Alors, quand Manon fait ses promenades, bien, elle a la chance de voir la faune et elle a pu mener cette orignal qui était à 30 pieds d'elle. Alors, je présente ici la carte de la limite des municipalités de VVB. Alors, les petits polygones rouges sont les 3 villages, Valparadis, Villebois et Beaucanton. Et ce qu'on voit aussi, bien, ce sont les polygones jaunes. Alors, ces polygones jaunes correspondent au terrain, aux terres agricoles. Et les polygones en bleu ciel représentent des anciennes coupes forestières qui ont été faites avant 2010, alors avant mon arrivée dans la région. Et puis les restes, bien, c'est de la forêt, puis souvent de la forêt assez ancienne, âgée de 50 à 70 ans. Sur cette diapositive, je présente la même carte que celle précédente, qui se trouve à gauche. Par contre, je la compare à l'état de la forêt en 2020. Alors, on voit l'évolution des coupes forestières. Il s'est rajouté des polygones de couleur jaune ocre dans un intervalle de 10 ans. Encore une fois, ici, je fais le même exercice, c'est-à-dire que je vais comparer l'état de la forêt en 2010 avec celle qui est d'actualité. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a des polygones rouges qui se sont ajoutés, c'est-à-dire des nouvelles coupes faites depuis les 5 dernières années. Et si on remarque bien, la zone où se concentrent le plus les coupes se trouve sur une bande de 5 km de large située au nord des limites de la localité. Alors, anciennement, avant que ces coupes se fassent, c'était une forêt primaire. C'est-à-dire que sur une bande de 5 km de large qui cerne la partie nord de la localité, c'était une ancienne forêt qui n'a jamais été coupée. Pour mieux comprendre en termes de chiffres ce que signifient ces différentes coupes, ces différentes cartes, bien ici j'ai les statistiques pour chacune des cartes. Alors pour celle de 2010, bien il y avait 3172 hectares de coupés à mon arrivée dans la région. 10 ans plus tard, en 2020, bien la superficie coupée a atteint 10 751 hectares. Ça comprend également la bande de 5 km qui fait le pourtour des limites de la municipalité. Et actuellement, en 2026, bien la superficie coupée a atteint 15 103 hectares. Alors, si on compare ces superficies avec celles des terres agricoles, bien, les terres agricoles occupent à l'intérieur de la municipalité 2180 hectares. Donc, les superficies coupées depuis 15 ans sont environ 7 fois celles des terres agricoles. Alors là, il faut s'imaginer le paysage. Il faut se promener à l'intérieur des rangs de la municipalité
pour voir que les terres agricoles occupent une bonne partie du paysage. On aurait l'impression que c'est à peu près la moitié du paysage agroforestier de la municipalité. Alors maintenant, il faut réaliser que les coupes forestières qui ont été faites depuis 15 ans, bien, représentent une superficie dénudée qui est 7 fois celle des terres agricoles. C'est assez significatif. Pour se représenter plus clairement ce que peut avoir l'air ces coupes forestières, j'ai choisi un secteur là, qui est encadré en pointillé. Alors, ça représente un territoire de 25 km², c'est-à-dire un carré de 5 km par 5 km. C'est les dimensions que les biologistes vont utiliser lorsqu'ils veulent caractériser l'habitat faunique, par exemple. Alors, ce que je m'apprête à faire ici, c'est de vous présenter un film qui va montrer à quoi ressemblent ces paysages coupés. Alors, c'est parti. Alors, c'est un film réalisé par drone. Le drone prend évidemment de l'altitude ici et pointe vers l'ouest. Alors, on va faire un 360 degrés pour voir le paysage là, qui correspond à la partie nord-est du fameux bloc là, de 25 km². Alors, ce sont des coupes qui sont très grandes. Celle qu'on voit actuellement fait 350 hectares. Là, on regarde vers le nord. C'est le chemin qui s'en va à la mine Casa-Berardi. Maintenant, le drone regarde vers l'est et la coupe qu'on voit a une dimension à peu près comparable à la précédente, c'est-à-dire 350 hectares. On regarde vers le sud, vers Villebois, et on revient vers l'ouest. Alors, c'est le paysage de ces fameuses coupes forestières à blanc. Après avoir réalisé l'ampleur de ces coupes forestières, je pense qu'il est légitime de se demander quel impact a ces coupes sur les populations d'orignaux. Alors, j'ai cherché des réponses et j'ai trouvé des réponses. Alors, j'ai trouvé des réponses, entre autres, dans un document qu'on appelle le Guide de l'aménagement de l'habitat de l'Orignal, écrit par des biologistes du gouvernement, je pense, aux alentours de l'année 2000. Alors, c'est un document qui reste très d'actualité encore. Alors, j'ai ici un premier commentaire qui nous aide à comprendre ce que peut avoir comme impact ces coupes, c'est que les orignaux ont un comportement et qui fait qu'ils ne vont pas s'aventurer à l'intérieur des territoires ouverts, surtout en hiver. Ils vont plutôt rester à une centaine de mètres de leur couvert forestier qui leur sert d'abri. Alors, quand on coupe des superficies aussi grandes que celles qu'on a vues, bien, ce sont des territoires qui vont être évidemment désertés par l'orignal, surtout l'hiver. Un autre passage intéressant qui répond à notre question, à savoir quel impact a ces coupes-là sur les populations d'orignaux, est trouvé toujours dans le même document, c'est que c'est que les biologistes suggèrent de ne pas dépasser 50 hectares en, en coupe totale, entre autres pour les forêts mixtes.
des forêts de conifères peuvent être coupées un peu plus largement, mais on ne recommande pas de dépasser 50 hectares pour les forêts mixtes, comme celle qui a été coupée sur la vidéo faite par drone. J'ai trouvé une troisième réponse à ma question, et cette fois-ci, on nous explique que les orignaux vont déserter ces coupes, ces coupes forestières pour une période de 50 ans si elles sont trop grandes. Alors, ça peut paraître long, 50 ans, mais c'est logique, dans le sens que l'orignal a besoin d'un couvert qui le protège, un couvert forestier qui le protège, avec des arbres qui auraient 7 mètres de haut. Alors, ces forêts ont déjà 30 ans. Le problème avec ces forêts, c'est qu'elles sont relativement jeunes et il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Il n'y a pas de chablis ou d'épidémies d'insectes qui vont permettre à une repousse de jeunes feuillus qui vont servir de nourriture de s'installer. Alors, pour que cette nourriture-là apparaisse, bien, ça va prendre 20 ans de plus. Donc, on est rendu à 50 ans. Alors, la grande question est pourquoi que les compagnies forestières s'autorisent à faire des coupes de cette dimension? Alors, la réponse qu'ils vont nous donner, bien, ils vont dire ce sont des coupes écosystémiques. Alors, ça paraît bien, tu as le mot écologie, puis tu as le mot système, écosystémique, et ils vont nous expliquer qu'ils reproduisent des perturbations naturelles. Et puis, si l'orignal est encore présent au Québec avec des perturbations naturelles de cette ampleur, c'est que si on imite ces perturbations, on ne viendra pas affecter la population d'orignaux. Alors, les perturbations auxquelles ils font référence sont évidemment les feux de forêt. Alors, si le raisonnement nous paraît logique, bien, c'est vrai, peut-être vrai à l'échelle de la province, mais localement, c'est faux. Alors, on vient ici d'expliquer les impacts que va avoir ces coupes localement. Les orignaux vont les déserter pour 50 ans, c'est-à-dire qu'on va priver 2 ou 3 générations futures de la présence de ces animaux dans ce secteur. Nous voici rendus à la deuxième partie de 3. J'ai voulu segmenter ma présentation en trois parties différentes. Alors, avant de discuter des protocoles de coupe afin de faire augmenter la population d'orignaux, parce que le but n'est pas nécessairement de maintenir la population, mais vraiment de la faire fructifier, de la faire augmenter, bien, il est important de connaître les besoins d'orignal. Bon. En ce qui concerne la biologie de l'orignal, bien, le sujet est très vaste et on ne s'aventurera pas plus qu'il faut. Toutefois, il faut savoir une chose, c'est que l'orignal va changer ses habitudes en fonction des saisons. Et là, il y a une saison qui est capitale pour l'orignal, c'est la fin de l'hiver. Si les orignaux ne passent pas au travers de la fin de l'hiver, rendu à la belle saison, il n'y en aura pas plus d'orignaux. Alors, ce qui arrive vers la fin de l'hiver, c'est que les orignaux auront perdu leur réserve de graisse et ils ont accès à une nourriture qui est de mauvaise qualité parce qu'ils se nourrissent de ramilles, de jeunes pousses de feuillus, qui est du bois. Alors, l'orignal va être obligé de passer une bonne partie de sa journée à ruminer. Donc, l'orignal devient de plus en plus sédentaire
il évite des déplacements inutiles qui lui font perdre de l'énergie et il va être à la recherche de ce qu'on appelle des ravages. Alors, un ravage est un site idéal où l'orignal pourra trouver des couverts forestiers matures qui lui serviront d'abri, c'est-à-dire une forêt mixte dominée entre autres par les résineux, qui sera à proximité de zones ouvertes où il y aura abondance de jeunes repousses, de feuillus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'été, l'orignal a accès à une nourriture variée, nutritive et abondante, et l'orignal peut se promener un peu partout. Mais rendu à l'hiver, l'orignal va être à la recherche de ravages et il pourra parcourir de longues distances, de bonnes distances. Dans la littérature, on a mentionné des distances pouvant atteindre une vingtaine de kilomètres. Donc, ce qui peut arriver dans des endroits perturbés par l'industrie forestière qui a détruit un bon nombre de ravages, c'est que les orignaux vont se concentrer tous au même endroit et là, l'environnement ne pourra pas supporter cette population. Et c'est là qu'une bonne gestion pour l'orignal, une bonne gestion forestière pour l'orignal peut faire la différence. Dans le sens que si on réussit à créer des environnements que l'orignal recherche, ben l'environnement pourra accueillir ces orignaux qui ont fui les zones perturbées. Pour faire un topo rapide des besoins de l'orignal, bien, j'ai mis les trois environnements principaux nécessaires à la survie de l'orignal durant l'hiver. Alors, en haut à gauche, vous avez les zones ouvertes, c'est-à-dire les zones où la végétation, les jeunes pousses de feuillus, vont être abondantes. Ça correspond généralement aussi aux coupes forestières. Ensuite, vous avez une forêt de conifères typiques avec des arbres matures. L'orignal va s'en servir pour ruminer en se reposant et en évitant de perdre son énergie. Et finalement, l'orignal va également fréquenter les forêts mixtes. Alors là, ça va être un combo des deux au même endroit, c'est-à-dire qu'il va trouver refuge localement avec la présence de conifères, mais il va y avoir également euh, suffisamment de repousses de jeunes feuillus. Alors, ce paysage, bien, la question qu'il faut se poser, c'est à quelle échelle on doit retrouver ce paysage. Bien, la réponse est en fait assez diversifiée parce que on doit retrouver ce paysage à toutes les échelles. C'est-à-dire, on doit retrouver ces paysages à l'échelle du lot, c'est-à-dire une surface qui fait environ 300 mètres par 1,6 km de long. Alors, le territoire des lots devrait idéalement comprendre un tiers de zone de repousse avec un tiers de forêt de conifères et un tiers de forêt mixte. Mais puisque l'orignal ne va pas se confiner, ne va pas rester à l'intérieur d'un lot durant tout un hiver, bien, il faut également retrouver ce paysage à l'échelle du ravage. Alors, un ravage typique pour l'orignal est d'environ 4,5 km². Alors, je présente ici l'environnement typique où l'orignal s'alimente, c'est-à-dire des endroits ouverts avec une abondance de jeunes feuillus. Alors, on voit deux orignaux que j'ai filmés là à 300 mètres de chez. Ici, on a un exemple de couvert de conifères que l'orignal va utiliser pour se reposer, s'abriter et ruminer. On voit évidemment des couches, là, ici, les traces du corps de l'animal où l'orignal s'est reposé. Bon. Rendu ici, je devais ou j'aurais dû présenter une forêt mixte. Mais j'ai préféré présenter
cette photo d'une forêt de feuillus parce qu'on y voit d'innombrables pistes là, enchevêtrées d'orignaux. Curieusement, dans la littérature, ce que j'ai lu, c'est que les orignaux n'ont pas tendance à fréquenter des forêts de feuillus l'hiver à cause de l'épaisseur de la neige au sol. Ces forêts laissent accumuler la neige et l'orignal va s'épuiser inutilement à se déplacer dans ce type de couvert. Sauf que si on regarde bien là, les pistes, il n'y a pas uniquement des pistes d'orignaux, mais il y a aussi des pistes de loups. Alors, une hypothèse m'est venue à l'esprit, c'est qu'il est possible, à mon avis, que les orignaux utilisent des tactiques pour semer la confusion chez le loup. Alors, il est beaucoup plus difficile pour le loup de suivre une piste et de retrouver l'orignal quand il y a un enchevêtrement de pistes comme on voit. Un autre critère important lorsqu'on veut aménager l'habitat de l'orignal pour augmenter la population, c'est la connectivité. Alors, j'ai pas de documentation concernant le sujet ici, sauf que la connectivité, le mot le dit, entre les différents secteurs forestiers, bien, il faut qu'il y ait de la forêt, des cordons de forêt qui relient tout le système pour que l'orignal puisse se déplacer. Parce que, comme je l'ai dit, l'orignal évite les terrains ouverts avec trop de neige. Alors, on est toujours dans le contexte ici là, de l'hiver. Nous voilà rendus à la dernière partie de 3 parties, de 3 segments, et on va discuter de l'aménagement de l'habitat, c'est-à-dire qu'on va établir les protocoles nécessaires pour répondre aux besoins de l'orignal afin que l'orignal voit sa population augmenter. Bon, avant de dire à tout le monde qu'on doit appliquer un certain protocole de coupe si on veut augmenter le cheptel d'orignaux, bien, il faudrait peut-être se demander si c'est réaliste. Alors, j'ai trouvé ce document où on témoigne qu'il est possible de le faire. Alors, il s'agit d'un programme mis sur pied par le gouvernement du Québec dans les années 90. Et cette stratégie de gestion, l'orignal, a permis de faire passer la population d'un orignal aux 10 km² à 40 orignaux aux 10 km² dans certains secteurs de la Gaspésie, dans un intervalle de temps de 20 ans. Et ça, c'est particulièrement vrai pour la réserve faunique de Dunière. Alors actuellement, la population dans la réserve faunique de Dunière n'est pas de 40 orignaux aux 10 km. On l'a ramené à 20 orignaux aux 10 km² et on essaie de la maintenir à ce niveau. Alors oui, c'est possible d'augmenter le cheptel d'orignal avec une bonne stratégie de gestion forestière. Bien, si on a été capable d'augmenter la population d'orignaux en Gaspésie, est-ce que c'est possible de le faire dans notre secteur? Alors, pour répondre à la question, j'ai cartographié les zones bioclimatiques pour m'apercevoir que la réserve faunique de Dunière se trouve dans la zone bioclimatique appelée la Sapinière à Bouleau-Blanc. Et c'est aussi le cas pour les municipalités de VVB. Alors, d'un point de vue climatique et d'un point de vue biologique ou forestier, bien, on est dans un environnement similaire. Alors, ça nous laisse suggérer que si on fait un aménagement comparable à ce qui a été fait dans la réserve de Dunière, bien, on pourrait obtenir les mêmes résultats
dans la région de VVB. Alors, ce n'est pas un argument de dire que s'il y a une différence au niveau de la population entre la municipalité de VVB et celle de Dunière, bien, ce n'est pas pour des considérations d'ordre biologique ou climatique. Alors, il existe d'autres différences qui pourraient expliquer une différence au niveau des populations d'orignaux, comme la topographie et la présence de prédateurs. Mais là, c'est un autre sujet et j'aborderai pas ce sujet. Quand vient le temps d'établir les protocoles de coupe pour faire augmenter la population d'orignaux, il y a un critère très important qui est l'effet de bordure. Alors, l'effet de bordure est quelque chose de simple. C'est en fait la juxtaposition de deux couverts forestiers différents. Dans le cas de l'orignal, bien, ça va être une forêt mature dominée par les résineux qui va servir à l'orignal de couvert d'abri, qui serait à proximité d'une zone ouverte où il y aurait abondance de jeunes pousses de feuillus qui servent de nourriture. Alors là, on a le combo parfait, idéal pour l'orignal durant l'hiver. Alors cette relation est tellement vraie que les biologistes ont pu mettre sur le graphique la densité d'orignaux par kilomètre carré en fonction du nombre de mètres de bordure par hectare pour obtenir une droite qui se résume par une équation mathématique. Alors, la relation entre le nombre d'orignaux et le nombre de bordures est mathématique. Maintenant, si on regarde la carte là, à gauche, là, qui est une image euh, faite par drone, bien, on voit la relation de bordure qu'il y a entre une forêt de conifères située dans la partie nord du secteur, VS, une forêt de feuillus située dans la partie sud. Et là où il y a des marques jaunes, eh bien, ce sont les pistes d'orignaux. Donc, on réalise tout de suite ici que, comme de fait, l'orignal ne s'éloigne guère de sa forêt qui lui sert d'abri à plus d'une centaine de mètres pour aller se nourrir dans un secteur qui est plus ouvert. En ayant compris que l'orignal ne s'éloigne guère à plus qu'une centaine de mètres de son couvert protecteur, bien, on peut commencer déjà à imaginer à quoi pourrait ressembler une coupe forestière qui favorise, qui réponde aux besoins de l'orignal. Alors, j'ai trouvé ces images-là très évocatrices. Et puis, on voit, comme de fait, 4 orignaux qui sont à l'intérieur de la coupe. Et la coupe a à peu près 200 mètres de large sur à peu près 300 mètres, ce qui correspond à 6 hectares. Alors, c'est un peu logique de définir ces dimensions-là lorsqu'on comprend qu'un orignal ne va pas s'aventurer au-delà de 100 mètres. Alors, ça fait 100 mètres d'un côté, plus 100 mètres de l'autre. Ça fait 200 mètres. Alors, ça serait les superficies idéales là, pour l'orignal, des coupes de 6 hectares. Pour aller plus loin dans notre protocole de coupe, il faut aussi considérer le cycle forestier qui est de 70 ans. Alors, un cycle forestier, c'est le temps nécessaire pour qu'une première coupe ait repoussé avec des arbres qui ont les dimensions des arbres précédents, des anciens arbres coupés. Alors, ce cycle n'est pas un cycle naturel, évidemment. Dans la nature, s'il y a des cycles, c'est beaucoup plus long.
Alors, si on applique ce principe-là à l'échelle d'un lot, pour qu'une exploitation forestière reste soutenable, c'est-à-dire qu'elle ait une pérennité, eh bien, puisqu'un lot couvre 38 hectares, qui doit être coupé dans 70 ans, on devrait couper 0,5 hectares par année. Évidemment, pour l'industrie, c'est pas les surfaces qui sont pertinentes. Et si on appliquait le principe, par exemple, en prenant un bloc de 25 km² qui contient 2500 hectares et en admettant qu'un tiers n'est pas exploitable parce qu'il s'agit de zones humides ou qu'il y a des zones tampons en bordure des cours d'eau, par exemple, qui doivent être préservées, eh bien, ça laisse 1666 hectares de disponibles. Alors, si on ramène ces coupes à des intervalles de 5 ans, ça fait 119 hectares par plan quinquennaux, soit par 5 ans, pour finalement boucler le cycle de 70 ans. Alors, on pourrait résumer tout ceci à partir de 4 règles qui sont toujours de viser des coupes de 6 hectares en moyenne et d'essayer de ne pas dépasser 50 hectares comme les biologistes le suggèrent. Ne jamais juxtaposer deux coupes dans un intervalle de 20 ans. Toujours garder 30% de forêt de conifères plus grand que 7 mètres et toujours garder une connectivité entre les zones de conifères. Alors, on n'a pas le choix. On ne peut pas couper plus d'arbres qu'il y en a et c'est mathématique. Alors, si vous posez la question à un ingénieur forestier en lui demandant si c'est réaliste de procéder avec des coupes de 6 hectares, il y a des fortes chances qu'on vous réponde qu'on rêve en couleur. Alors moi, à ces ingénieurs, je vais leur répondre que c'est faux, parce que j'ai travaillé dans la planification des coupes forestières à l'intérieur de la réserve de Dunière, en Gaspésie, et c'était Gestion Lacroix qui s'occupait des coupes. Alors, c'est ce que je présente sur la carte de gauche. Vous avez une représentation des différents plans quinquennaux. Et là, vous avez les statistiques qui vont avec. Alors, si on se limite, par exemple, au plan quinquennaux en rouge, le dernier, les dernières 5 années, eh bien, la moyenne des assiettes coupées est de 5,2 hectares. Alors, on se rapproche énormément de notre protocole qu'on a établi précédemment. Maintenant, si on veut voir la plus grande coupe qu'il y a eu depuis 5 ans dans le secteur en question, eh bien, c'est de 30 hectares. Encore là, on est à une dimension qui est inférieure à ce que les biologistes vont suggérer comme maximum pour couper une assiette. Et la somme totale pour ce plan quinquennal ben, a été de 203 hectares de coupés. Alors, si on procède comme ça, on va répondre aux besoins de l'orignal et on va voir la population d'orignaux augmenter. D'ailleurs, le taux de succès dans la réserve faunique de Dunière est de 98%. L'année passée, l'automne, la dernière saison de chasse qu'il y a eu, l'automne dernier, il s'est tué 200 orignaux dans la réserve faunique de Dunière.
La réserve faunique de Dunière a 600 km². C'est 2 fois la superficie des limites de la municipalité VVB. C'est comme si on pouvait abattre ici à l'intérieur de la municipalité sans orignaux, sans qu'on affecte la population. Bon. Alors ça, c'est pour ce qui est de la réserve faunique de Dunière où il y a exploitation forestière, où une industrie est capable de rentabiliser ses activités. Maintenant, si on revient à notre municipalité VVB et puis on regarde les statistiques du fameux bloc dont on a déjà parlé, bien, ce bloc correspond à des couples qui ont en moyenne 48 hectares. 48 hectares étant sous les dimensions que les biologistes recommandent. C'est bien. Mais le problème est que c'est une moyenne. Et si on regarde la plus grande coupe qui a été faite, bien là, c'est 346 hectares. Bien là, on est rendu complètement hors norme. Et la somme des superficies coupées, bien, c'est 879 hectares. Ça représente 45 de la superficie du bloc qui a 25 km². Le restant de la forêt résiduelle, bien, c'est des forêts qui ne seront jamais coupées parce qu'elles doivent assurer la bordure des cours d'eau. Le reste, ce sont des zones relativement humides. Et puis, il reste quelques secteurs de forêt là, matures que l'Orignal pourra utiliser. Alors, on peut dire que le terrain, dans le cas de VVB pour ce secteur, a été complètement exploité dans presque 5 ans. Et que là, on ne peut plus espérer faire des coupes futures. Dernier point à propos de cette comparaison, c'est au niveau du réseau des chemins. On a souvent souligné que procéder avec des petites coupes, bien, ça peut pas être réaliste à cause des investissements nécessaires pour pour entretenir le réseau de chemin vs les bénéfices. Alors moi, je ne comprends pas que ça soit un fait parce que si on compare le réseau forestier de chemins forestiers qu'on voit pour la réserve de Dunière avec ce qu'il y a ici à VVB, bien, c'est passablement la même chose. Alors, j'imagine que s'il y a une industrie qui fonctionne, qui exploite la forêt là-bas, bien, quelque part, ça doit être rentable. Bon, je suis rendu à la dernière diapositive. Ce fut un très long exposé. Et j'aimerais terminer avec une petite vidéo qui témoigne de la diversité faunique qu'il y a dans l'environnement où évolue l'orignal. J'aimerais aussi philosopher un peu sur le rapport entre l'homme et la nature. Et on ne peut pas se le cacher, l'homme est un perturbateur. Là où l'homme est installé, il va perturber, il va y avoir des impacts sur l'environnement. Par contre, faut-il s'en inquiéter outre mesure? Bien, si on prend l'Europe, l'homme habite l'Europe depuis des siècles, voire des millénaires. Alors, actuellement, la nature est encore omniprésente en Europe. Maintenant, on pourrait peut-être la qualifier de, de domestiquée, mais la biodiversité est aussi impressionnante que nos forêts ici. D'autre part, il y a quelque chose de particulier avec l'homme actuellement.
c'est que dans le passé, l'homme n'avait pas accès aux technologies qu'il a actuellement. Et avec ces technologies actuelles, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Alors, on peut avoir espoir que les choses s'améliorent, mais c'est un fait que si on utilise les technologies comme on le fait avec l'industrie forestière, bien, on risque de voir la biodiversité se détériorer avec le temps si on ne prend pas nos responsabilités. Alors, je pense que oui, l'homme doit prendre ses responsabilités par rapport à la nature. Mais exclure l'homme de la nature n'est pas, à mon avis, la bonne approche.